Et si NXT East Wave était tout simplement le meilleur PLE WWE de l'année. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon récap de NXT East Wave 2024. Et le show débute directement avec Obafemi qui défend son titre de champion nord-américain face à Wesley, un combat qui va durer environ 17 minutes. Ma note pour ce match est de 4,5 sur 5 et petit spoiler, c'est une note qu'on va possiblement retrouver assez souvent dans la soirée. Un match que j'ai tout simplement adoré. J'attendais beaucoup de ce combat parce que Wesley Obafemi, on l'avait pas encore eu en 1 contre 1. On avait vu ce match dans un match à 3 et sous différentes configurations, mais en 1 contre 1, c'était la première fois qu'on voyait ça. Et quel combat, quel match. Alors il faut savoir qu'on est dans la même salle que Money in the Bank hier et donc du coup on est devant 10 000 personnes, ce qui est énorme pour un PLE et NXT et ça s'entend, ça fait plaisir. On a un public canadien qui est bouillant de A à Z et on va le dire assez souvent dans cette vidéo. Bien sûr j'ai envie de mettre Obafemi en avant pour ce combat parce qu'il a été incroyable. C'est un homme dominant, rien qu'à son entrée, la prestance, le charisme, c'est phénoménal. Et sur le combat, il m'a une nouvelle fois bluffé. Il a été dominant, il a été destructeur. Je pense à cette espèce de F5 qui va porter à Wesley, où Wesley va quasiment faire 2 rotations sur lui-même avant de ratterrir au sol. C'était impressionnant et c'est une prise parmi tant d'autres. Parce que Wesley est vraiment l'underdog qu'il pense être, c'est-à-dire qu'il va se faire dominer, mais va revenir dans le match petit à petit avec des prises suite à des erreurs d'Obafemi, suite à sa jeune expérience. Et ça donne un match complet, un match dingue, un match où le public va chanter des This is awesome bien mérités. Wesley qui, quand il revient dans le match, se fait évidemment à un moment donné prendre par surprise, out of nowhere, par Obafemi. Je pense à cette European Uppercut de la part de Obafemi lorsque Wesley s'était lancé du haut de la 3e corde. Et puis Obafemi va être destructeur sur la fin de match, même si on sent qu'il est fatigué, ça se voit qu'il est épuisé. Tu sens qu'il a un peu plus de mal à porter, à soulever Wesley lors des derniers instants du match. C'était un match physique, vraiment très intense, donc on peut le comprendre. Mais Obafemi va enchaîner powerbomb, chokeslam, powerbomb et va remporter ce match et conserver son titre. On se pose la question, qui peut battre Obafemi? Il est tellement fort, tellement puissant, tellement dominant, tu as l'impression que personne ne peut le battre. Et même un Wesley qui est une superstar incroyable, qui a un vrai rapport avec ce titre nord-américain, n'a pas pu le battre. Ça montre une nouvelle fois à quel point on fait confiance à Obafemi pour porter ce titre nord-américain. Kelani Jordan défend son titre de championne nord-américaine face à Sol Ruka dans un combat de 12-13 minutes. Ma note pour ce match est de 4,5 sur 5. D'un côté, j'ai envie de dire que c'est une surprise, la qualité de ce match, et d'un côté, c'est le match que je voulais, c'est le match que j'espérais, c'est le match dont je rêvais. Je rêvais parce que, évidemment, ces deux femmes n'ont pas beaucoup d'expérience, ont très peu de matchs d'IRL et de matchs importants dans des PLE en 1 contre 1 pour un titre, encore moins. Donc tu peux avoir des attentes, y être déçu, parce que ces deux superstars auraient pu très mal réagir à la pression. Et ça n'a pas du tout été le cas. Et pourtant, dans les premières minutes, je sens qu'elles sont tendues. Je le vois sur le visage de Sol Ruka, je le vois dans les yeux de Sol Ruka, qui est d'habitude très à l'aise. Et bien là, tu sens qu'il y a de la pression, il y a du stress. Et c'est tout à fait normal. Mais le stress va vite s'en aller et elles vont nous offrir un match qui est assez rare, j'ai envie de dire, dans une division féminine de la WWE. Parce qu'on va avoir de la voltige, on va avoir des prises de risque totalement dingue. Je parlais de prise de risque folle lors du Money in the Bank féminin. Eh bien on se retrouve un peu dans ce type là en termes de danger et de prise de risque, mais là avec encore plus de voltige, encore plus d'inventivité, de créativité, ce qui va nous donner des spots vraiment totalement dingues pendant le match. Alors à certains moments je trouve que c'est un peu trop chorégraphié, surtout au début de match. Je trouve qu'on veut nous montrer les qualités athlétiques de ces deux superstars qui ont un passif dans la gymnastique et on le sait, c'est leur qualité, leur côté athlétique, leur côté voltigeuse, c'est leur qualité. Mais je trouve qu'en début de match, on veut un peu trop nous le montrer et c'est un peu trop chorégraphié. Mais c'est vite enlevé et ensuite ça devient juste un match de catch totalement dingue. Et j'ai pas envie de banaliser ce match, je pense que c'est l'un des matchs féminins que je retiendrai le plus de cette année. Parce que pour moi, c'est un tournant dans l'histoire du Performance Center et de la division féminine à NXT. Je le mettrai pas au niveau des Bayley, Sasha Banks ou quoi que ce soit, c'est même pas le débat, parce qu'il y a une toute autre signification. Mais avoir deux femmes du Performance Center qui sortent une telle prestation dans un PLE devant 10 000 personnes, ça ne peut pas être anodin. Vraiment pas. Donc bravo mesdames, je vais juste rappeler quelques prises impressionnantes qu'on a eues lors de ce match. Je pense à cette
espèce de 450 close line de la part de Sol Ruka. Totalement dingue, je n'ai jamais vu ça de la part d'une superstar masculine ou féminine, je n'ai jamais vu ça. On a bien sûr un Poison Rana porté par Kalani Jordan, le Springboard Moonsault porté à l'extérieur du ring par Kalani Jordan et Sol Ruka va lui répondre dans la foulée avec un autre Moonsault porté à l'extérieur. Non vraiment c'était totalement fou. Et puis cette fin de match où Sol Ruka va avoir sur ses épaules dans une position chaise électrique Kalani Jordan et puis va monter sur la première corde, sur la deuxième corde et à ce moment là on se pose des questions, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien Kalani Jordan va la contrer avec un nouveau Poison Rana mais du haut de la deuxième corde. Jordan va enchaîner avec son finish dans le coin et remporter ce combat. Elle conserve donc son titre. Honnêtement peu importe le résultat à ce moment là, simplement j'avais vu un match extraordinaire, un match qui va me marquer dans cette année 2024 et le résultat m'importait peu. Ça peut être intéressant de voir qu'une Sol Ruka à la fin de match reste debout et j'ai eu l'impression à un moment donné qu'elle allait attaquer Kalani Jordan. Eh bien pas du tout, elle l'a pas fait, mais est-ce qu'on n'aurait pas une Sol Ruka très revancharde après ce show et qui finalement n'irait pas sur un heel turn? On peut se poser la question. Axiom et Nathan Fraser défendent leur titre de champion par équipe face à Chase U, un combat qui va durer 17-18 minutes. Ma note pour ce match est de 4,75 sur 5 et c'est totalement incroyable d'avoir cette note sachant que c'était le match que j'attendais le moins de cette soirée. Alors tout en sachant aussi qu'il allait être de qualité. J'avais pas trop de doutes sur un match qualitatif, sur un match de bon niveau parce qu'on a deux équipes expérimentées qui à chaque fois sortent de très bons matchs. Mais à ce niveau-là, à ce point-là, je ne l'avais absolument pas vu venir. Je mets pas 5 parce que j'avoue que les premières minutes du combat, je suis pas hyper attentif pour être totalement franc avec vous et du coup, je suis pas à fond dans le match. Évidemment, ils arrivent vite à m'attraper avec le rythme dingue, avec les prises de risque, avec les prises folles qui vont nous sortir et à un moment donné, oui, tu es dans le match parce que juste le catch est trop bon. Juste ce qu'ils font sur le ring, c'est trop fort, c'est trop bon. Et d'ailleurs, même le public de base n'est pas forcément à fond dans le match, mais au bout de quelques minutes, ils sont quasiment tous debout à chanter des This is awesome toutes les 2 minutes parce que le match répond à toutes nos attentes et même bien plus que ça, on est quasiment sur un match parfait. Je trouve qu'on a 4 catcheurs qui font une performance totalement dingue. Alors, on n'avait pas de doute sur la performance d'un Axiom ou d'un Nathan Fraser qui sont tout le temps parfaits. C'est une superbe équipe et je suis bien content de ce qu'on a fait de cette équipe dans ce match parce qu'à plusieurs reprises, on va nous teaser une équipe qui pourrait se détruire et maintenant, c'est-à-dire qu'on va avoir un Nathan Fraser qui va se louper, qui va mettre un super kick à Axiom. Eh bien non, c'est pas ça qui va mettre un terme au match. On va pas jouer sur ça mais sur une certaine cohésion en fin de match. De l'autre côté, Duke Hudson et Andre Chase, eux pour le coup m'ont surpris parce que c'est des bons catcheurs très solides mais sortir une telle performance, alors surtout Duke Hudson, il y a un hot tag à un moment donné pendant le match qu'il nous sort qui est incroyable. J'adore cette prise où il sort une German suplex en sautant au-dessus de la 3e corde et il enchaîne derrière avec cette German. C'est assez joli et assez fluide. Et puis pour moi, il y a l'un des spots de l'année. On a donc un Spanish Fly qui est porté du haut de la 3e corde, enchaîné avec un Phoenix Splash de la part de Nathan Fraser. Et pour couper le tombé, Andre Chase va marcher sur celui qui fait le tombé et va porter un Canadian Destroyer sur l'adversaire qui est en face de lui. C'était incroyable, le public d'ailleurs est debout à ce moment-là et explose totalement. Et il y a de quoi, vraiment j'étais surpris, j'en ai encore des frissons rien que d'en reparler parce que ouais, quelle prise, quel moment. Finalement, Nathan Fraser et Axiom vont réussir à se réunir à nouveau, à retrouver une cohésion et vont remporter ce combat et conserver leur titre. Et moi, j'en suis content, j'en suis heureux. C'est pour moi actuellement la meilleure équipe WWE. C'est l'équipe qui m'intéresse le plus sur le ring et ça aurait été bête, je trouve, de la dissoudre. C'est une superbe équipe, gardons-les ensemble. On a déjà très peu d'équipes de ce niveau-là à la WWE. Alors s'il vous plaît, ne séparez pas ceux qui sont vraiment géniaux. On enchaîne avec Roxanne Perez qui défend son titre de championne NXT face à Lola Vice, un match qui va durer 13 minutes. Ma note pour ce combat est de 3,75 sur 5. C'était l'un des matchs que j'attendais le plus de cette soirée parce que tous les matchs de Roxanne Perez, je les attends et Lola Vice, moi je suis dans le train Lola Vice, j'aime beaucoup ce qu'elle fait et j'avais hâte de voir ce qu'elle allait faire à ce niveau-là dans un match face à Roxanne Perez, un match important devant 10 000 personnes. Je peux pas dire que j'ai été déçu parce que 3,75 ça reste une très bonne note, mais peut-être que j'avais trop d'attentes par rapport à ce match. Je trouve que le match est bon, mais qu'il est parfois trop brouillon, qu'on ne sait pas trop où aller, ou alors que la direction est claire et que mon impression n'est pas
pas bonne, mais que tout simplement, c'est pas ce que j'attendais. Peut-être que j'attendais autre chose. Par exemple, dans les débuts de match, moi j'aime beaucoup Roxanne Perez parce qu'elle va souvent faire des démonstrations techniques, chose qu'elle fait tout le temps. Je me rappelle du match face à Jordynne Grace, le début de match, je le trouve incroyable parce que c'est des prises au sol, c'est de la technique pure. Et Jordynne Grace arrive à suivre le rythme de Roxanne Perez et je trouve ça génial. Je m'attendais justement à ce type de début de match là parce que Lola Vice logiquement est capable de suivre ce rythme technique de Roxanne Perez. Elle l'a montré à NXT, les transitions sol, debout, les prises de soumission, elle sait y faire. Mais là je trouve que la phase technique du début est trop courte et trop peu intéressante. Et après derrière, pour être honnête, j'ai pas grand chose à dire sur le match. Je le trouve bon, mais j'ai pas un moment marquant. Et on peut le noter parce que le public ne va jamais avoir d'énormes pop, parce que c'est un bon match, mais qui est fluide, qui ne va pas dans l'extra, qui ne fait pas plus que ça. Et c'est un peu dommage, je trouve. On va jouer sur une blessure à la main de Lola Vice qui, en voulant porter son backfist, eh bien, va porter le backfist sur un poteau, ce qui va blesser sa main. Et Roxanne Perez va travailler cette main. Et dans un premier temps, elle le fait bien, mais je trouve que là aussi, elle le fait pas assez. Il n'y a pas assez de démonstration technique, il n'y a pas assez de destruction de ce bras de la part de Roxanne Perez. Donc j'ai quelques frustrations avec ce match et la fin de match est quand même assez particulière. Je m'attendais vraiment pas à ça. Lola Vice arrive à se relever du premier finish de Roxanne Perez, le Pop Rocks, et du coup elle va péter un plomb, Roxanne Perez, elle va porter le Pop Rocks sur la table des commentateurs. Tu te dis ok, bon bah c'est fini, elle va la ramener sur le ring, nouveau Pop Rocks. Lola Vice arrive à se relever. Donc grosse protection autour de Lola Vice, on ne la fait pas perdre n'importe comment, pas comme un certain Brand Breaker, mais bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais je veux dire, on protège vraiment Lola Vice et Roxanne Perez va devoir porter un autre Pop Rocks qui d'ailleurs va être loupé dans un premier temps. Et j'aime l'urgence de ce botch parce que Roxanne Perez, elle a certes 22 ans, mais elle sait gérer ce genre de situation. Elle loupe le premier Pop Rocks, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ramène directement Lola Vice et ça donne un côté presque réaliste au moment parce que t'as Lola Vice qui s'en va presque. Et Roxanne Perez qui lui dit non, tu vas rester ici, je vais bien te porter un Pop Rocks. Et elle le porte et elle remporte ce match. Donc oui, c'est un botch qui est pas très plaisant sur le coup, mais la manière dont ça a été réparé par Roxanne Perez, j'ai trouvé ça très fort. Donc c'était un bon match avec une Roxanne Perez qui conserve, c'est plutôt logique, mais ça va pas plus loin que ça. Et dans le main event, Trick Williams défend son titre de champion NXT dans un match à 4 face à Jevon Evans, Shawn Spears et Ethan Page. Un combat qui va durer 17 minutes. Ma note pour ce match est tout simplement de 5 sur 5. Pour moi, en termes de qualité, on est sur un match qui est du niveau de ce qu'on a pu avoir dans la soirée, dans ce qui se fait de mieux. Je pense à Obafemi Wesley, je pense à Sol Ruka Kalani Jordan et je pense évidemment au match tag team. Mais pour moi, ce qui fait la différence aussi, c'est le finish du match et on y reviendra après. C'était simplement pour vous expliquer déjà pourquoi j'avais mis 5. Mais que dire de ce combat? C'était là aussi d'un très haut niveau et on doit le dire directement, on a eu la performance de ce PLE dans ce match. Jevon Evans, 20 ans, qui nous sort ça en main event d'un PLE devant 10 000 personnes à seulement 20 ans. On parle de moments qui sont des tournants dans l'histoire ou qui sont des tournants pour des superstars. Là, clairement, ça doit être un moment qui doit être un tournant dans la carrière de Jevon Evans. Et il n'a que 20 ans, je le répète. Non, il a été incroyable, il est dans tous les moments chauds du match, il est dans tous les moments importants, il va tout simplement voler dans ce match. Et dans le côté positif, c'est-à-dire qu'il va voltiger à l'extérieur du ring, et vous savez, ce dive que fait Montez Ford assez souvent à l'extérieur du ring, où il saute au-dessus du coin et se retrouve à l'extérieur sur son adversaire, eh bien Jevon Evans va le faire sur Trick Williams. Sauf que Jevon Evans, il a encore plus de ressorts dans les jambes qu'un certain Montez Ford. Et du coup, quand il le fait, il se retrouve sur la barricade. Et donc, ils vont exploser la barricade. J'avais jamais vu ça. Vraiment jamais vu ça. C'est vraiment fascinant. Et puis, Jevon Evans va porter des cutters où il va voler à 35 mètres de haut. J'ai l'impression qu'il est en apesanteur tellement il reste longtemps dans les airs. Non, vraiment, c'est une exceptionnelle performance. Et j'ai pas envie de mettre en retrait les autres parce que Trick Williams c'est top. Vraiment, je le trouve génial. Dans les matchs à plusieurs, Trick Williams il est très bon. On peut avoir encore des doutes sur Trick Williams dans des matchs 1 contre 1 face à certaines superstars, mais dans les matchs à plusieurs, il est vraiment excellent et j'aime beaucoup son attitude de champion pendant ce match. C'est-à-dire que c'est souvent lui qui vient couper les tombées. Ok, tu veux essayer de prendre mon titre? Non, je vais intervenir, je vais couper ton tombé. C'est moi le champion et je vais couper tous les tombés que je peux couper. J'ai trouvé ça génial en termes de comportement de champion. Ethan Page est excellent. Même Shawn Spears, qui est sur le papier l'homme qui nous intéresse le moins dans ce match. Il est vraiment bon, d'ailleurs il va même ramener une chaise pendant le match, une chaise blanche.
ok, d'accord, pourquoi pas. Et puis il va s'en servir, il va y avoir des prises sur cette chaise. Non, tout le monde a son mot à dire sur ce combat. Et je parlais d'un Trick Williams qui est prêt à tout pour défendre son titre. Et il va être obligé de s'en prendre à son ami Javon Evans. Avec cette poussette incroyable, Javon Evans va vouloir porter un springboard je ne sais quoi, mais Trick Williams va le pousser. Et il va le pousser à l'extérieur du ring, sur la table des commentateurs. Et Javon Evans retombe en plus sur le bord de la table. Bref, ça doit faire terriblement mal, mais voilà, Trick Williams est prêt à tout. Et puis on a cette fin de match, ce finish qui est très innovant, très inventif. C'est un finish qui avait déjà été fait à l'époque d'un Backlash 2007. Si je dis pas de bêtises, la vidéo est ressortie dans un match où il y avait Shawn Michaels. Clairement, et on le sait depuis longtemps, Shawn Michaels s'inspire de ce qu'il a vécu, s'inspire des matchs qu'il a eu, des moments qu'il a eu, et c'est pas une mauvaise idée. C'est-à-dire qu'on va avoir un chaos total en fin de match où tout le monde se frappe. Javon Evans arrive même à revenir dans le combat, mais va être mis au sol, va être KO. Sauf qu'à ce moment-là, Trick Williams va porter un énorme coup de genou dans la tête de Ethan Page qui va retomber directement sur Evans, ce qui va faire un tombé. Et là on pense que Trick Williams va pouvoir intervenir lors de ce tombé. Et bien non, parce que à l'extérieur du ring, Shawn Spears va l'empêcher de revenir sur le ring. Et là on se dit quand même que c'est un move un peu débile de la part de Shawn Spears. Clairement, il empêche Trick Williams de rentrer sur le ring, mais ça lui coûte le titre lui aussi. Mais ça montre bien qu'il a plus de haine envers Trick Williams qu'il a d'envie de gagner ce titre. Donc c'est intéressant pour la suite, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer entre Trick Williams et Shawn Spears. Ce qui est sûr, c'est que sans réellement le vouloir, Ethan Page va faire le tombé gagnant et va devenir le nouveau champion NXT. De mon côté, je m'attendais à un changement de titre, un match à 4 de cette manière-là, je m'y attendais et ça me va. Une nouvelle fois, ça me va. On n'a pas besoin d'avoir des règnes de 8 ans à chaque fois. Clin d'œil à Triple H une nouvelle fois. Non mais réellement, si on veut tenter quelque chose avec Ethan Page, eh ben tentons-le. Essayons un Ethan Page champion. Pour l'instant, il a montré que de belles choses. Donc moi, je suis plutôt hypé. Je suis vraiment intéressé par ce règne. Et puis là, on se dit que NXT va se terminer là-dessus et c'est déjà très bien. Et au moment où ça se termine, on a presque une scène post-générique à la manière de Marvel. Et on va simplement avoir le visage de Joe Hendry. Et oui, dites son nom et il apparaît. Alors il ne va pas apparaître sur le ring ou dans l'arène, mais simplement sur une vidéo comme ça, d'un coup de 2 secondes. On l'avait déjà dit il y a quelques semaines, mais les officiels de NXT aiment beaucoup Joe Hendry. Et on va voir Joe Hendry dans les prochaines semaines à NXT et ça me rend heureux. Bilan de ce NXT East Wave 2024, on va aller droit au but, 10 sur 10. Parce que oui, j'ai pas mis des notes de 5 sur 5 à tous les matchs, mais un show c'est un ensemble de choses. Et là le show fait 2h30, il est complet, on n'a pas trop de pubs, on n'a pas des matchs qui durent 2 heures alors qu'ils ne doivent pas durer 2 heures. On a tout un enchaînement de matchs qui se fait très bien. Moi je termine le show, je suis pas épuisé. J'ai pas de problème de fatigue, j'ai pas d'épuisement, je suis pas embarrassé par les dernières minutes ou quoi que ce soit. Non, j'ai été à fond de A à Z. Donc pour moi, c'est un 10 sur 10. C'est l'un des meilleurs shows de l'année chez WWE. Comme quoi, même avec 5 matchs sur une carte, on est capable de faire des shows décents et surtout des shows qui ne sont pas écœurants dans la longueur, dans la durée. Parce que je rappelle que Money in the Bank va durer 1 heure de plus que East Wave. Alors oui, Money in the Bank, il y avait la promo de John Cena. Mais la promo de Cena n'a pas duré 1 heure. Donc c'est pour vous montrer à quel point on est capable de mieux répartir le temps du côté de NXT. Et bien sûr, je sais que la pression n'est pas la même. Je sais que les pubs ne sont pas les mêmes. Bien sûr. Mais de manière factuelle, ça dure moins longtemps et c'est beaucoup plus digeste. Ça, c'est factuel. Et d'ailleurs, j'ai vu beaucoup commenter ce fait que NXT East Wave durait 2h30 et c'était parfait. Et j'ai vu des commentaires du genre « Ah ouais, vous êtes content quand vous avez moins de catch ?» Mais attendez, ce n'est pas parce que c'est long que c'est meilleur. Hein. Ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même enlever de votre tête. La durée ne fait pas la qualité. Loin de là. Ce n'est pas parce que vous allez avoir un show de 4 heures eh bien, que vous allez être heureux à la fin parce que vous avez eu 4 heures de catch. Non, en tout cas, moi, je ne fonctionne pas comme ça. C'est pas parce qu'un match va durer 10 minutes de plus eh bien, que je suis heureux en tant que fan de catch. Ça dépend du match, ça dépend de l'histoire et de ce qu'on a à nous raconter. Certains matchs peuvent durer 15 minutes parce qu'il n'y a pas besoin de plus. Certains matchs peuvent durer 10 minutes parce qu'il n'y a pas besoin de plus. Et j'ai l'impression que Shawn Michaels du côté de NXT, il l'a très bien compris et c'est quelque chose qu'on dit souvent. Peu importe la qualité des matchs et la qualité des PLE NXT, c'est quelque chose qui revient souvent et qu'on dit souvent. Shawn Michaels arrive à nous faire des shows digestes qui ne durent pas 8h30 et qui sont hyper fluides et faciles à regarder. Bref, je vous invite à me donner votre avis sur ce show. Franchement, j'ai été hyper emballé. Vous l'avez bien vu avec ce 10 sur 10 et j'espère que ça a été le cas de votre côté aussi. Bref, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner et nous on se retrouve dès demain pour mon récap d'Euro. Salut, salut!